Bonsoir tout le monde, c'est avec un énorme plaisir que le syndicat organise ce soir, dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, c'est notre 22e année, cette conférence du docteur Joël Desrosiers, médecin, poète, et je ne serai pas long puisque nous avons pris un peu de retard, et je salue le docteur Desrosiers qui a bien voulu présenter cette conférence ce soir dans le cadre de nos activités. Alors, docteur Desrosiers, je vous cède la parole pour présenter votre conférence sur la psychiatrie de la race. Et en fait, en temps de Covid-19, c'est important d'aborder ces questions aujourd'hui. Alors, Franz Walter, merci beaucoup de votre invitation à parler d'un sujet sensible, la race, et dans une dimension, comme vous l'avez souligné, de santé mentale partant de Covid. Donc, je suis psychiatre et psychanalyste. J'ai fait mes études en France et au Québec, et j'exerce au centre hospitalier Pierre Le Gardeur et également au centre de psychanalyse de Montréal, le CPSQI, du côté anglophone, où je suis superviseur et chargé de quelques cours, notamment sur la traumatologie et sur la psychopathologie de la personnalité. Alors, mon champ de travail, c'est la schizophrénie, c'est la psychose, et donc je vais vous parler de ma vision de ce que j'appelle la psychiatrie de la race. Donc, ce sont des concepts assez fragiles, la race comme notion à la fois à mi-chemin entre la dimension biologique et la dimension sociale, voire la dimension mythologique, également la filiation. Nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce que cela signifie. D'abord, je vais vous parler de les inégalités ethniques et et sociales dans le champ de la santé mentale. Par exemple, de nombreuses études montrent que les Noirs sont 5 fois plus, et ça c'est dans le monde entier, hein, et dans tous les pays occidentaux, autant au Canada qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre ou en France, les Noirs, il y a 5 fois plus de diagnostics de schizophrénie chez les Noirs que chez les Blancs. Chez les Asiatiques, c'est 2,4. En ce qui concerne, par exemple, la dépression, il y a 4 fois plus de Noirs déprimés que de Blancs. En ce qui concerne également les gens qui sont en prison, hein, il y a 4 fois plus également de Noirs en prison que de Blancs, toute proportion gardée. En ce qui concerne, par exemple, les gens qui ont eu des problèmes avec la police ou le système criminel, il y a 2 fois plus et demi de Noirs que de Blancs. Donc, ce sont des statistiques qui suggèrent une surreprésentation, notamment de la schizophrénie dans les populations noires. Je disais 5 fois plus. En Angleterre, par exemple, les enfants de la 2e génération ont 3 fois plus de schizophrénie que les Blancs. Et également, la 2e génération peut monter cette fois-ci dans les maladies d'ordre schizoaffective ou dans les maladies bipolaires comme la dépression, eh bien, cela monte à 3,7 fois davantage. Donc, la première génération a 2,3 fois plus de schizophrénie. La 2e génération, les enfants de ces gens-là, ont 3 fois plus, 3,7 fois, presque 4 fois plus de troubles psychotiques que leurs parents. Donc, nous sommes dans une situation, pour résumer, de surreprésentation des populations noires dans les maladies mentales. Alors, l'objectif de cette présentation sera donc de réviser l'histoire de la notion de race en médecine et en psychiatrie, d'explorer l'intersection, comme je le disais, entre racisme et maladie mentale, et d'essayer de voir, à travers l'œuvre de Frantz Fanon, qui était un psychiatre martiniquais et penseur également de l'aliénation, comment décoloniser la psychiatrie et comment élaborer des stratégies de lutte contre les méfiances culturelles. Une citation de Sigmund Freud pour commencer.
la brutalité sans voile de l'époque pèse sur nous. C'est dans une lettre à Oscar Pfister, qui était un pasteur protestant qui a correspondu avec Freud pendant de nombreuses années, presque 36 ans. Et Freud ajoute dans cette perspective, et je traduis comme je peux, il est toujours possible de relier des gens par l'amour, aussi longtemps qu'il y en a d'autres qui sont exclus et qui subissent les manifestations de l'hostilité. Donc, on voit qu'il est facile de relier les gens par l'amour, mais aussi longtemps que cet amour, la partie négative, la partie sombre, la partie haineuse, est projetée sur d'autres personnes. Alors, voici une image de Freud et de sa fille Sophie, lorsqu'il disait, par exemple, que tout ce qui, lorsque Freud va perdre sa fille, justement au moment de la fièvre espagnole, en pleine pandémie de la fièvre espagnole, Freud perd sa fille la plus chère et qui laisse un petit garçon, son petit-fils, et il y a un lien à faire avec la pandémie actuelle, c'est-à-dire la fragilité de Freud se manifeste à ce moment-là, et c'est là qu'il va explorer et élaborer ce qu'il appelle la pulsion de mort. Elle meurt très jeune, après avoir été très proche de son père. Baldwin, écrivain africain-américain, va nous dire que tout ce qui est confronté ne peut être changé, mais rien ne peut être changé tant que ce n'est pas confronté. Donc, nous avons intérêt à faire face à ces difficultés actuelles, à faire face au racisme, à faire face à la surreprésentation de nos communautés en santé mentale. Alors, voilà une image de Freud. Alors, la grande psychanalyste française, Françoise Dolto, qui était également pédiatre, nous a laissé de nombreux ouvrages et également une pensée très cohérente de la psychanalyse appliquée aux enfants. Et elle nous dit, rien ne nous détruit dès lors qu'on en parle. Donc voilà un sujet dont il va falloir parler, c'est-à-dire du racisme, pas seulement à l'occasion des violences américaines contre les Noirs aux États-Unis, pas seulement après la mort de George Floyd, mais c'est une souffrance très ancienne d'ailleurs, et qui permet et qui se perpétue dans la société avec des conséquences majeures au point que nous verrons combien le racisme est un problème de santé publique. Alors, en médecine, race, génotype, ascendance sont inextricablement liés à la médecine par une histoire complexe. La médecine est pleine d'exemples d'injustice raciale construits sur une notion de race qui elle-même n'est pas très solide, et l'ethnicité, mais qui sont des construits biologiques dont le but est d'infliger une hiérarchie, une discrimination aux peuples de couleur. Race et ethnicité, donc, sont des notions dynamiques, formées par la géographie, la culture et des forces sociopolitiques encore présentes aujourd'hui. Alors, évidemment, la question de l'ethnicité et de la race a une influence considérable sur le niveau socio-économique des individus, sur le quartier qu'ils habitent, sur leur accès à l'éducation et à la santé, et sur le traitement qu'ils reçoivent dans l'institution judiciaire et dans la criminalité. Nous voyons donc qu'en conséquence, face à tous ces stresseurs, il existe une prévalence disproportionnée de morbidité et de taux de mortalité, de maladies systémiques plus élevés chez les minorités ethniques et raciales, et également chez les migrants d'une façon générale, car l'accès aux ressources et aux soins médicaux est inéquitable. Race et ethnicité en clinique sont des variables importantes en recherche biomédicale et en pratique clinique, par exemple. On a besoin de savoir
en quoi ces maladies sont surreprésentées dans ces populations. Certaines maladies, par exemple, on peut citer chez les Noirs notamment l'anémie falciforme, la drépanocytose, eh bien, certaines maladies, hypertension, diabète, maladies systémiques, sont davantage représentées dans la population noire. Donc, il est important qu'on sache en pratique clinique que ces personnes sont exposées. Et je le dis parce que la vaccination, par exemple, des populations se base sur les populations à risque. On commence par les personnes âgées, 75 ans, 70, 65, etc., par tranche de 5 ans, parce que ces personnes sont à risque. Or, les populations noires sont 5 fois à risque de développer le Covid-19. Et donc, on voit que le gouvernement ne vaccine pas les populations noires en priorité, alors que ces populations sont statistiquement les plus exposées en raison des comorbidités, c'est-à-dire diabète, hypertension, obésité et autres facteurs, ce qui fait que les sources, la race est une source importante d'informations épidémiologiques, parce que ces notions permettent de clarifier les déterminations sociaux de la santé, notamment racisme et discrimination. À qui donne-t-on le vaccin? À qui on ne donne pas le vaccin? Le statut socio-économique également, ainsi que les expositions aux risques environnementaux dans des appartements insalubres dans les villes, dans nos villes où ces populations habitent en priorité. Donc la race est une variable fondamentale du statut social, caractéristique de ce qu'on appelle une identification primaire, interaction sociale, accès à l'éducation, désinvestissement des services, logement insalubre, ressources communautaires limitées, chômage, addiction et violence policière létale. Voilà le lot d'une grande partie des populations noires dans les mégalopoles urbaines nord-américaines et ailleurs en Europe. Alors, qu'est-ce que le racisme structurel ou systémique? D'abord, il est insidieux. On peut définir le racisme structurel ou systémique comme une confluence d'institutions, de culture, d'histoire et d'idéologie associées à des pratiques que j'appelle codifiées et qui perpétuent l'inégalité parmi les groupes ethniques et raciaux. Donc, le racisme structurel est un problème de santé publique. Ce n'est pas une affaire d'injure, ce n'est pas une affaire d'exclusion personnelle, c'est un problème grave de santé publique, car c'est le dénominateur commun de la violence qui réduit l'espérance de vie des populations noires en particulier. Et quand j'appelle population noire, je pourrais dire des populations racisées de manière plus globale, notamment les populations amérindiennes, autochtones. Alors, sur quoi se base cette notion de race? Eh bien, elle se fonde sur une idéologie. Colette Guillaumin, qui est une chercheuse sociologue française, décrit le racisme en précisant que le racisme ne se réduit pas à la pratique et à la théorie raciste. Le racisme justifie l'oppression des peuples et des classes sociales dont on accapare les ressources. Le racisme sert à légitimer l'exploitation et la domination par les dominateurs. Voilà, c'est une fonction importante. Ce n'est pas seulement une idéologie, c'est un appareil de domination et d'oppression. Le racisme ne peut donc se réduire ni à la théorie raciste, ni aux pratiques racistes. Et nous allons le voir. En tant qu'idéologie, le racisme est inconscient de son sens. Il est opaque. La race moderne est une catégorie récente, génétiste, alors que l'optique ancienne de la race, à Rome, par exemple, dans la Rome ancienne, était d'abord juridique. Elle présente, cette race, un caractère, ce qu'elle appelle altéro-référentiel, c'est-à-dire inverse de l'autoréférence qui orientait l'ancien système. Donc c'est l'autre qui devient la référence.
autrefois, les seules grandes familles portaient le signe racial. Les nobles étaient relevables du terme race. En créole haïtien, par exemple, on dit, et même également en français, on dit qui race ou est, c'est-à-dire de quelle famille es-tu. La saisie de la race est actuellement soumise à l'espace, c'est-à-dire aux frontières qui sont régulièrement transgressées, et non plus ordonnées au temps et à la filiation de génération en génération. Le racisme est connoté aussi avec l'agressivité. On l'a vu récemment dans les rues aux États-Unis. Si l'agressivité est associée au racisme, ce n'est que dans un temps second. Toute agressivité n'est pas raciste. Elle n'est pas nécessaire aux racistes d'appliquer cette agressivité. Le racisme existe avant l'hostilité, dans un type de rapport social. C'est la forme particulière et spécifique de l'usage de la force. I can't breathe. Dans les yeux du sergent Chauvin, du policier américain mettant son genou sur le cou de Floyd, il n'y a apparemment aucune colère. L'usage de la force se fait sans aucune hostilité particulière. D'abord, il travaille avec Floyd dans la même boîte de nuit. Ils se sont sûrement croisés. Peut-être l'a-t-il reconnu, peut-être il ne l'a pas reconnu, mais il est connu pour être comme ça, ce monsieur Chauvin, et il l'étouffe sans autre forme de procès, sans violence, sans trembler, sans violence psychique. C'est une violence purement mécanique. Donc, c'est un système de signification dont la caractéristique nodale, dont le nœud est l'irréversibilité dont il dote la lecture du réel, l'essentialisation des acteurs sociaux et de leurs pratiques. Le racisme, paradoxe que je souligne, peut être bienveillant et même laudatif. On le voit dans les stades, dans le baseball, dans le football, etc. Les mêmes spectateurs qui, dans la boxe, qui font un hommage, etc., aux sportifs, eh bien, ce sont les mêmes qui n'accepteront pas que ces sportifs épousent leurs filles, etc., ou ne les inviteront pas à leur table. Donc, le racisme peut être parfaitement laudatif, cela ne change rien. Le grave problème que le racisme provoque, c'est la stéréotypie, qui est aussi ancienne à ce moment-là que l'agressivité, qui est une forme d'agressivité considérée, en fait, comme la caractéristique spécifique du racisme, qui est toujours associée au racisme, c'est-à-dire que la stéréotypie indifférencie les individus. On l'a vu dans un hôpital récent où les infirmières, dans un second incident, changent le nom de Madame Jocelyne Ottawa et l'appellent « tu vas t'appeler Joyce », comme Joyce et Chacoan. C'est ce qu'on appelle la manifestation la plus spécifique du racisme, c'est la stéréotypie. C'est-à-dire chaque individu, il n'y a pas d'individuation, vous êtes tous semblables. Donc la doctrine raciste va constituer une espèce de théorie de l'inégalité des races qui naît à la fin du XVIIIe siècle et les premières décennies du XIXe. D'abord, le livre classique de Joseph Arthur, comte de Gobineau, qui va publier en 1852 son essai sur l'inégalité des races. Une trentaine d'années plus tard, l'haïtien Anténor Firmin va répondre avec un titre assez puissant de l'égalité des races humaines. Il introduit la notion des races humaines avec un sous-titre important, anthropologie positive. Anténor Firmin va être donc un des fondateurs de l'anthropologie moderne. Les sciences humaines posent que si la race est bien réelle de façon sociologique, c'est en tant qu'objet symbolique et non en tant qu'objet concret. Voilà les deux livres, Gobineau et la réponse, solide, charpentée, scientifique et
et qui reste un classique de Joseph Auguste Anténor Firmin. Alors, maintenant, après ce passage historique, essayons de voir aujourd'hui, en 2007, en 2021, au siècle d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la notion de race en médecine. Et il y a des chercheurs de plus en plus importants qui travaillent sur ces questions. D'abord, la théorie raciale va dire que les Noirs sont médicalement différents. Dans la plantation, ça va être le premier problème des médecins anglais et des médecins français, également en Amérique latine. On a affaire à des êtres différents qui nécessitent des traitements spéciaux parce qu'il faut garder leur force physique pour faire fonctionner la plantation. Les conditions de vie et de travail impactent leur santé et donc la médecine va inventer des formes de soins médicaux adaptées à l'univers de la plantation et va tenter de rationaliser la nécessité de la violence esclavagiste et son utilité. De nombreux savants européens et américains, trop nombreux pour les citer ici, vont publier des observations cliniques sur la physionomie, les caractéristiques faciaux, la craniométrie, etc., chevelure, posture, voire même l'odeur des esclaves. Les observations sont précises et publiées dans des revues scientifiques. Leur interprétation n'est pas scientifique parce qu'elle est biaisée et fondée sur des préjugés. Et particulièrement, les médecins à l'époque ne comprennent pas l'immunité de certains Noirs à la fièvre intermittente dite malaria et également à la fièvre jaune. Ils vont attribuer aux Noirs une immunité un peu fantasmatique. Également, ils observent une sensibilité des esclaves aux maladies intestinales et respiratoires et leur tolérance à la chaleur et leur intolérance au froid. L'anémie falciforme va devenir un marqueur racial puisque cette anémie est associée à une forme d'immunité contre la malaria, car le fait d'avoir la maladie ou d'avoir le trait, d'être ce qu'on appelle un porteur asymptomatique, associé à une déficience dans un certain enzyme, provoque une espèce d'immunité contre la malaria. Et juste un petit rappel, c'est que cette malaria-thérapie, cette fièvre, avait été utilisée pour provoquer en psychiatrie un choc thermique dès 1917. L'efficacité clinique avérée de cette thérapie, en créant des abcès chez les gens et en leur provoquant une fièvre intense, avait permis de récompenser un des premiers prix Nobel de physiologie et de médecine en 1927. Donc, il y a un lien tout à fait curieux entre la malaria et la psychiatrie. Je passerai sur ces différentes morbidités et mortalités néonatales dans la plantation et qui existent encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Rachitisme, certains cancers, la mort subite de l'enfant, le tétanos, les convulsions, les suffocations, ça existe encore aujourd'hui. La morbidité, notamment, et la mortalité chez les femmes, il y a des études tout à fait fascinantes, celle de Cooper Owens, par exemple, publiée en 2017, qui va montrer une relation synergistique entre l'esclavage, la médecine et la science. Car dès 1844, le docteur Marion Sims, considéré comme le père de la gynécologie, va construire et fonder un premier hôpital pour les femmes sur une ferme d'esclaves. Il va se spécialiser dans le traitement chirurgical des fistules vésico-vaginales, c'est une complication de l'accouchement. Et ses assistantes infirmières, comme ses patientes, étaient les esclaves de la ferme. Voilà le docteur Sims, dans une illustration très, très forte, examinant une esclave. Et derrière le rideau, vous voyez deux autres regardent avec des yeux ahuris et terrifiés. Ces opérations chirurgicales étaient faites sans anesthésie.
L'utilisation expérimentale du corps des femmes noires est une donnée donc, de la gynécologie américaine et ailleurs dans le monde. Ce corps devient non pas un corps, mais un objet. Il y aura des procédures chirurgicales gynécologiques expérimentales pratiquées sur le corps de ces femmes, également sur le corps des femmes immigrantes irlandaises. Et ceci permet une avancée rapide des techniques. La césarienne est codifiée, les techniques de réparation des fistules obstétricales, les chirurgies sur les ovaires. En fait, la gynécologie américaine va utiliser les femmes noires comme un laboratoire ouvert et deviendra leader dans le monde et pionnière de la gynécologie moderne. Ce n'est que récemment que le rôle historique des infirmières esclaves dans l'invention des techniques chirurgicales et dans leur enseignement à d'autres médecins qui venaient ailleurs, ou elles allaient ailleurs porter cet enseignement, est désormais reconnu, ainsi que leur rôle essentiel dans la pharmacopée traditionnelle. Parce qu'elles avaient créé une espèce de gynécologie parallèle pour soigner les femmes subissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de violences, notamment des violences sexuelles. Et donc, il va se passer une espèce de théorie de la race et de la nature avec l'aboutissement à ce qu'on appelle un racisme scientifique. Le corps des femmes noires va être décrit comme un super corps. Paradoxalement, la médecine reproductive émerge comme l'un des domaines qui permet de révéler les échecs de ce racisme scientifique. Le corps des jeunes filles noires, des enfants noirs et des femmes est sexualisé et fera l'objet d'abus sexuels continus jusqu'à nos jours. Le travail de reproduction de ces femmes, suivi par les maladies gynécologiques et les grossesses qu'elles ont, ce travail sur la reproduction de ces femmes donc ouvre la voie à une révolution professionnelle de la gynécologie. Maintenant, nous allons un petit peu, après ces évocations des maladies infectieuses, la malaria, des maladies gynécologiques et du rôle à la fois du corps des femmes comme objet d'étude et en même temps de ces femmes comme praticiennes de leur thérapeutique, nous allons maintenant centrer notre présentation sur la santé mentale elle-même, c'est-à-dire sur le début de certaines pratiques et notamment en illustrant notre propos par de grandes figures de la psychiatrie mondiale et américaine. D'abord, Benjamin Rush, considéré comme le père de la psychiatrie américaine, donc le père de la psychiatrie mondiale, puisque la psychiatrie américaine s'est imposée dans le monde entier à l'heure qu'il est comme la forme la plus achevée de la psychiatrie. Benjamin Rush est un médecin, c'est un patriote, c'est aussi un homme politique car il fut le signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, au point qu'une université américaine porte son nom, la Rush University à Chicago. C'est un humaniste, c'est un homme politique modéré qui a beaucoup écrit et qui milite en faveur des réformes du système pénal et du droit des femmes à l'éducation. Donc c'est un féministe avant l'heure. C'est aussi, il faut le savoir, un militant abolitionniste. Il est contre l'esclavage et il est anti-esclavagiste. Il va publier très jeune, à 28 ans, 2 appels, 2 pamphlets contre le système esclavagiste. Et donc, c'est un homme qui a un engagement social considérable puisqu'il va faire partie de communautés africaines-américaines à Philadelphie, va aider ces hommes et ces femmes à créer leurs églises et à également développer des communautés agricoles. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Voici une illustration de Benjamin Rush. Et il sera un des premiers à dire que les maladies ou la maladie est globalement provoquée par la peine ou le deuil et conséquemment peut être attribuée à l'esclavage. La maladie mentale est globalement provoquée
par un chagrin et peut-être dès lors justement attribué à l'esclavage. Donc c'est le premier qui fait des liens entre la mélancolie, ce qu'il appelle the disease, c'était donc la dépression, la mélancolie, le marasme qui touchait un certain nombre d'esclaves, et disait c'est leur chagrin, c'est leur dépression, c'est leur mélancolie qui se manifeste comme conséquence des conditions inhumaines et déshumanisantes dans lesquelles il vivait. Donc, il va dénoncer le traumatisme de l'esclavage et les impacts sur la santé mentale. Hein, c'est quand même considérable. Nous sommes dans une période où ce n'est pas très évident, compte tenu de la déshumanisation des Noirs. Et donc, il va dire que l'affect, c'est-à-dire l'expression de la douleur morale, l'humeur et les facultés cognitives, mémoire, attention, fonction exécutive, de l'homme asservi par un système vicieux et brutal qui s'appelle l'esclavage, il va dénoncer cet ensemble de choses. C'est quand même très important. Il maintient qu'on ne pouvait pas évaluer la capacité mentale des captifs en raison de la détérioration causée par le traumatisme de l'esclavage. Pour Roche, l'esclavage était une aliénation humaine, étrangère à l'esprit humain. Et dans ses ouvrages, qui est l'un des premiers à écrire ces descriptions cliniques des angoisses de séparation des enfants de leurs parents, comme vous le savez, on séparait les familles, de l'hypocondrie psychosomatique fatale appelée en français dans le texte de Roche le mal d'estomac, puisque ça avait été décrit dans la plantation de Saint-Domingue par les médecins français, le mal d'estomac étant un marasme, une douleur abdominale entraînant souvent la mort. Les esclaves ne mangeaient plus. Et il va décrire également les syndromes mélancoliques extrêmes et des suicides dus au traumatisme de l'esclavage. Donc, Benjamin Roche était pionnier de la psychiatrie. Il aura rapidement des intérêts ethnographiques pour les chants et les danses et les relations raciales. Donc, c'est comme une espèce de pionnier de l'ethnopsychiatrie. Je fais un lien là avec la pensée de Frantz Fanon, qui dit « Une étude du monde colonial doit obligatoirement s'attacher à la compréhension de la danse et de la possession. » Benjamin Roche part de cela 2 siècles avant. Contrairement aux idées des propriétaires d'esclaves, Benjamin Roche rétorque que ce ne sont pas des expressions de contentement et de joie, plutôt des symptômes physiques de la folie et de la mélancolie traumatique. Danser, ce n'est pas un contentement. En 1783, fin du XVIIIe siècle, donc, il considère l'expansion du racisme et de l'esclavage en Caroline du Sud comme une maladie mentale qu'il appelle négromanie. Un trouble de la perception, une perception indue de la vérité, du devoir ou de l'intérêt qui affecte les personnes blanches aux États-Unis. Roche conclut que l'esclavage viole les lois naturelles et divines et que l'intérêt, la santé et le bonheur des Blancs eux-mêmes reposent non pas sur le vol du travail des esclaves, mais sur leur propre labeur libre et honnête. Voilà donc tout ce travail pionnier particulièrement intéressant chez Roche qui prône l'harmonie raciale en combattant les préjugés. Et j'allais oublier, et c'est intéressant mon lapsus, mais en 1799, dans un bref article, Roche attribue la couleur noire de la peau à une forme de lèpre qu'il appelle négritude, et qui pourrait être guérie en devenant blanc. Il croit que la couleur noire, parce qu'on ne sait pas encore que c'est de la mélanine, est une maladie, et qu'il appelle négritude. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle que cette terminologie a été utilisée pour justifier les traitements inhumains appliqués aux Noirs esclavagisés, et ça vous rappelle que Césaire, Senghor et Damas ont repris le mot négritude, la négritude, Haïti, où l'homme s'est mis debout, où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Donc, le mot négritude, qui était un mot appliqué par Roche aux esclaves, pensant que leur couleur noire était une maladie, eh bien, était
exalté et la négritude est devenue l'ensemble des valeurs de civilisation des peuples noirs. Et je crois bien que négritude de Césaire n'est pas un hasard et que ça vient de Roche. Car j'ai eu la chance de visiter la bibliothèque de Césaire pour y trouver des livres, à l'époque, des livres américains et très anciens. Et vous savez que Césaire a écrit le cahier du retour au pays natal, il n'avait pas encore 25 ans, et que Césaire a écrit ce cahier avec des lexiques médicaux, hein, c'est-à-dire autour de Césaire, dans le cahier, il y a pléthore de termes médicaux. On peut entendre le cahier du retour au pays natal comme un manifeste médical pour la liberté. Alors, quelles sont les origines du racisme en psychiatrie? On a vu que, que la psychiatrie, à travers l'histoire de la colonisation, a été utilisée pour valider l'oppression. En 1840, le US Census affirme que les personnes esclavagisées sont libres de toute maladie mentale et croit que l'homme noir devient la proie de troubles mentaux lorsqu'il est libéré. Et donc, il faudrait qu'il reste en esclavage pour être heureux. Et d'autres médecins, notamment Cartwright, va décrire une maladie qu'il appelle la drapétomanie, dont les symptômes comportent le marronnage, l'envie de fuir, la désobéissance, la rébellion à l'autorité, le refus de travailler, enfin, toutes sortes de choses parfaitement normales et parfaitement dignes de cette résistance qui est digne de tout être humain qui subit une oppression. Eh bien, pour Cartwright, c'était une maladie, ça s'appelle la drapétomanie. Il a même inventé une autre maladie qui s'appelle la dyesthesia éthiopica, qui est une forme de friponnerie chez les esclaves, comme symptôme de leur vulnérabilité ethnogénétique et de leur infériorité fondamentale. Et Babcock, plus tard, hein, et ça c'est assez récent, hein, va dire les Africains sont incapables de faire face à la vie civilisée. Donc, plusieurs médecins vont modifier les statistiques et noter un taux élevé de maladies mentales après l'émancipation, après la libération aux États-Unis, et une augmentation rapide de l'hospitalisation des Noirs devenus lunatics dans les asiles. D'ailleurs, c'est une des bases du DSM américain, c'est-à-dire le Diagnostic of Statistics Manual, le manuel de statistique et de diagnostic des maladies mentales, vient de Powell, qui a colligé le nombre de Noirs hospitalisés pour bien montrer que leur libération était en fait une mauvaise chose puisqu'ils devenaient souvent malades. Alors, je passerai sur le racisme scientifique, sur le psychiatre français Morel, qui écrit un traité de dégénérescence physique, intellectuelle et morale de l'espèce humaine. L'italien Lombroso fait de même, l'homme blanc et l'homme de couleur. Carl Jung, le psychanalyste suisse, va attribuer les traits négatifs de la civilisation américaine au fait, et je cite, de vivre ensemble avec des races inférieures, en particulier avec les Noirs, hein, un clin d'œil à ceux qui aiment Jung. Stanley Hall va qualifier les Africains, les Chinois, les peuples de couleur en général de races adolescentes. Enfin, jusqu'en 1965, Sir Lewis, Aubrey Lewis, qui était le président de l'association psychiatrique britannique, déclare que le fait d'être noir est équivalent à la folie et à la criminalité. Donc, on voit que très récemment, hein, et encore aujourd'hui, il y a ces déclarations qui font que le racisme, au-delà d'une idéologie, je le disais, est un problème de santé publique. Parce que de nombreuses recherches soulignent l'impact des expériences négatives sur le déclenchement et l'évolution des troubles mentaux qui provoquent donc une association perverse avec la pauvreté, les traumatismes et la discrimination. Si bien que nous devons nous armer pour lutter contre la perpétuation des disparités raciales en santé mentale. Je le disais en début de conférence, le surdiagnostic de la psychose et de la schizophrénie, 5 fois plus chez les Noirs que dans les populations blanches,
associés à un traitement évidemment inapproprié, puisque chaque fois qu'on revient sur ces diagnostics, on les modifie 4 fois sur 5, c'est-à-dire que c'est souvent des dépressions psychotiques et non pas de la schizophrénie. On a aussi l'utilisation, on note l'utilisation de voies non conventionnelles pour imposer un traitement à ces populations fragilisées. La DPJ, cela a été dénoncé récemment par les autorités de la Commission sur l'enfance. Les jeunes noirs au Québec sont surreprésentés à la DPJ. Les dénonciations des populations noires sont également en surnombre dans les centres de crise, dans les centres jeunesse, les ordonnances de traitement, la commission d'examen et finalement l'incarcération de masse. Comme vous le savez, les 2,5 millions de prisonniers aux États-Unis, 60% d'entre eux sont des Noirs. Donc, il y a un biais. Il y a un biais racial qui pose un problème important, notamment sur le diagnostic en santé mentale. Le biais, il peut être explicite, à ce moment-là, on peut le combattre, mais il est souvent implicite. Implicite parce que il existe un certain nombre de variables, notamment dans l'information qui est reçue du patient. Il y a une variabilité. Lorsque quelqu'un vient vous voir, il est de race noire, eh bien, le psychiatre ou l'infirmière reçoit l'information. Il y a une variabilité de celui qui entend cette information-là. Il y a également une approche qui fait que les méthodes d'application des critères du DSM-5, qui est la Bible diagnostique de la psychiatrie américaine et canadienne, et ailleurs dans le monde, en France et partout, eh bien, ce sont des méthodes inadéquates d'application de ces critères-là. Pour poser, par exemple, le diagnostic de telle maladie dans les populations racisées. Et puis, il y a le grave problème de la conduite de l'entretien. Comment, il y a un processus pour entendre la souffrance d'autrui, il y a une manière de faire. Comment cette manière de faire peut être pervertie par une différence raciale, une perception et un biais implicite à ce moment-là. Le biais implicite, c'est que la plupart des Noirs sont psychotiques. Ils sont violents, psychotiques et drogués. Et évidemment, il y a ces variables liées à la langue de perception, si ce sont par exemple des immigrants qui ne maîtrisent pas la langue du pays d'accueil, et la culture qui peut considérer la dimension souvent magico-religieuse comme un archaïsme, comme un reliquat de la sorcellerie. Et donc, nous aboutissons dans ces conditions à des disparités raciales dans le diagnostic des troubles mentaux, notamment, je l'ai dit, la maladie bipolaire. On ne trouve pas de différence particulièrement notable, mais il y a d'autres études qui les montrent. La schizophrénie, je l'ai dit plusieurs fois, 5 fois plus de surdiagnostic et de troubles du spectre de la schizophrénie dans les populations noires. Surévaluation des symptômes psychotiques et également le psychiatre a tendance à noter les symptômes psychotiques comme étant plus sévères et forcément sous-évaluation des aspects dépressifs, des troubles de l'humeur. Donc, quand une personne de race noire se présente, très souvent, il est coincé dans un carcan de biais implicites avec une surévaluation de la psychose et une sous-évaluation de l'humeur et de la dépression. L'autre problème grave également de disparité raciale dans le diagnostic des troubles mentaux, c'est l'état de stress post-traumatique. Nous savons que les populations noires sont particulièrement exposées à l'état de stress post-traumatique, notamment dans leur pays d'origine, pour des raisons que nous savons, c'est-à-dire des raisons politiques, des viols, des rapts, des kidnappings, des emprisonnements, des bastonnades. Il y a également le problème de l'addiction. Il y a une différence significative dans l'offre de traitement. Dans les populations blanches, on les envoie volontiers dans les centres de désintoxication, dans les centres de cure, alors que dans les populations noires, il y a une fréquence plus élevée
de judiciarisation du traitement, c'est-à-dire le patient est placé sous un traitement obligatoire. Les médicaments les plus sophistiqués sont moins administrés. On a tendance à injecter des antipsychotiques de première génération qui ont des effets secondaires beaucoup plus graves aux populations noires avec des doses plus élevées. Alors, devant cet état de fait, quelles sont les stratégies de lutte contre les méfiances culturelles, contre les biais implicites, contre le surdiagnostic que la psychiatrie aujourd'hui peut proposer dans un XXIe siècle volatile où les violences raciales sont non pas nouvelles, mais provoquent, en raison de facteurs que Trollong a élaborés ce soir, c'est-à-dire réseaux sociaux, chacun une caméra et filme tout, et explosion également de la violence, inacceptable pour les nouvelles générations, c'est-à-dire les fils et les petits-fils de la génération des droits civiques des années 60, n'acceptent plus cet état de fait. Et donc, il y a, pour combattre ces inégalités raciales, en particulier par temps de pandémie, il y a des voies pour conduire ces populations, pour les encadrer vers la santé mentale. Évidemment, les problèmes de maladies dans les minorités racisées, comme nous l'avons vu, ces problèmes sont plus sévères parce qu'il y a davantage de violence, il y a davantage d'utilisation de substances et de comportements chaotiques, de pensées suicidaires, voire même de paranoïa, qu'il ne faut pas toujours prendre pour un délire psychotique. Et donc, cependant, ces biais-là de sévérité, de violence, de paranoïa, de substances, il y a très peu de preuves réelles scientifiques pour les fonder. En fait, c'est davantage une peur du racisme dans ces institutions qui font que ce problème n'est pas abordé de biais. Ces institutions, les gestionnaires, les directeurs, ceux-ci, ont très peur de se faire accuser de racisme. Les préoccupations aujourd'hui sont généralisées, on l'a vu dans le drame, dans la tragédie des hôpitaux et des cas actuellement à Joliette, et qui sont, et c'est pas, il ne faut pas stigmatiser cet hôpital, mais ça existe dans d'autres hôpitaux également, face aux populations autochtones qui souffrent d'une exclusion sociale et qui se considèrent comme étant victimes du racisme et de la discrimination. Ce sont donc des préoccupations constantes depuis plusieurs décades, ce n'est pas d'aujourd'hui, je l'ai dit, et qui font que les patients noirs, les patients caribéens, les patients afro-canadiens, les patients africains, en ce qui concerne les populations noires, font l'expérience de soins de santé de moins bonne qualité, ont davantage accès aux services judiciaires et légaux, au système de justice criminelle, qu'à des soins psychiatriques de bonne qualité. Les expériences traumatiques, l'exclusion précoce des écoles, la négligence maternelle, le contact précoce avec la justice, le système de justice, impliquent donc ce qu'on appelle des premiers épisodes psychotiques. Et ceci conduit le jeune, et j'en ai plusieurs dans mon service, vers une espèce de voie négative, d'expérience hostile, adverse avec le système de santé. Et donc, des actions précoces doivent être prises. Dans les écoles, dans les communautés, il s'agira d'identifier les structures impliquées dans la formulation des mandats et des missions, notamment
la formation de jeunes psychiatres issus de ces communautés. Il faut donc augmenter la diversité du personnel médical. Il faut inclure les membres de la profession dans cette lutte en ciblant les centres académiques, hein, les départements, les facultés de médecine, les départements de psychiatrie, les organismes de réglementation, les associations professionnelles, les associations étudiantes. Il faut aussi impliquer les organismes communautaires comme l'organisme que dirige Franz Walter, par exemple. Il faut la Maison d'Haïti, les populations, les associations régionales dans la communauté haïtienne notamment, doivent s'impliquer pour lutter contre la stigmatisation au sein de la société, au sein même des communautés haïtiennes notamment, la stigmatisation de la maladie mentale. Il faut donc finalement alerter les systèmes publics de santé pour montrer que la méconnaissance des problèmes de santé mentale au niveau des soins primaires, le fait qu'on conduit davantage ces jeunes vers un contact hostile avec la police et le système criminel entraîne de graves conséquences sur les jeunes générations. On l'a vu tout à l'heure, 4 fois plus de diagnostics de psychose dans la deuxième génération, c'est-à-dire d'enfants québécois, haïtiens, nés de parents immigrants. Donc, il y a une augmentation de la souffrance et de la détresse. Et par exemple, il y a une imprécision du diagnostic. Par exemple, les troubles de personnalité chez les Noirs sont beaucoup moins posés. On pose davantage de diagnostics de troubles de personnalité chez les Blancs que chez les Noirs. Le trouble de déficit d'attention, on n'entend pas ça chez les Noirs non plus. Des TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels et compulsifs. Il y a un certain nombre de diagnostics qui n'est jamais posé ou très peu posé chez les Noirs. La plupart d'entre eux subissent donc une pratique diagnostique médiocre, spécialement en ce qui concerne le processus de décision et qui est influencé, je l'ai dit, par la stéréotypie, les stéréotypes raciaux et les biais implicites. Et donc, en réalité, il y a de très faibles évidences, comme on dit, de très faibles preuves que les patients noirs sont plus violents que les autres ou ont tendance à se faire davantage mal. En plus, la maladie mentale, fréquemment, n'est pas reconnue au sein des prisons dans la population carcérale. Et c'est une situation beaucoup plus grave pour les populations carcérales noires qui non seulement sont criminalisées plus facilement et dont on ne reconnaît pas la psychopathologie. Donc voilà, donc je vais terminer sur cette stratégie de lutte en vous remerciant d'avoir écouté cette conférence et je suis prêt à répondre s'il y a un débat, s'il y a quelques questions, avec plaisir et en remerciant particulièrement Franz Walter d'avoir organisé ce débat. Merci, docteur Desrosiers, pour cette intéressante conférence qui sera diffusée sur Facebook, qui sera accessible sur le site de la Semaine d'action contre le racisme. Alors, s'il y a des questions, le docteur Desrosiers se fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors, on va demander à Ruben, notre webmaster, s'il y a quelques questions. Oui, j'ai demandé aux invités, mais pas pour le moment, aucune question. Peut-être que je peux aller à Facebook.
je crois, Joël, c'est extrêmement intéressant d'avoir abordé cette question aussi dans une perspective historique. Parce qu'effectivement, quand on traite généralement des questions du racisme, on oublie qu'il y a une dimension séculaire, qu'il y a, je dirais, depuis la conquête des Amériques, depuis l'élaboration des premiers discours qui vont créer et le noir et le blanc, il y a des stigmatisations qui se sont reproduites sous des formes certes différentes, mais qui ont un impact, et que la question de l'esclavage, loin d'être une question strictement de forme d'oppression millénaire, est une forme qui a duré aux États-Unis jusque dans les années 1860. Je rappelais l'autre jour à des collègues que mon grand-père lui-même, il est né en 1864. Donc, il aurait pu parfaitement être stable non seulement aux États-Unis, mais aussi au Brésil ou encore à Cuba, que la traite négrière a duré jusqu'au 19e siècle. Et plus tard, la colonisation africaine, avec toutes les barbaries, que ce soit lors de la colonisation du Congo, mais aussi tout ce phénomène des Black Minstrels, tout ce phénomène du Ku Klux Klan, tous ces phénomènes des zoos humains qui ont duré jusque dans les années 30. Et quand on parle aussi des autochtones, puisqu'il faut aussi le mentionner, que les pensionnats ont continué à exister jusque dans les années 2000. Alors, ça m'a semblé extrêmement intéressant que tu aies abordé cette question, non pas simplement dans sa dimension statistique ou tout en soulignant la gravité de ces questions au niveau du traitement psychiatrique, mais qu'il fallait aussi débattre publiquement de ces questions qui restent encore très tabous, non seulement dans la société globale, mais aussi dans nos communautés noires. Et je te remercie pour cette intervention. Enfin, c'est un bref commentaire que je voulais faire. Bien. Bon, d'abord, merci de cette élaboration sur le fait qu'il y a plusieurs manières d'aborder le problème de santé mentale et de la colonisation. J'ai pensé que la voie historique était une voie qui nous permettrait de comprendre davantage le jour d'aujourd'hui en comprenant, en essayant en tout cas de mettre en perspective la construction d'une théorie raciste et d'une pensée idéologique quasi constitutive de la colonisation. C'est-à-dire que très vite, il a fallu mettre en place un certain nombre de balises pour comprendre le corps noir dans sa puissance mécanique et également dans sa grande vulnérabilité, parce qu'il avait été question d'utiliser de façon efficace ce corps noir, ce que Michel Foucault a appelé le biopolitique. Le biopolitique était cette construction d'une politique basée sur la biologie humaine. Et donc, j'ai abordé ces questions sur le désavantage structurel que subissent les populations noires jusqu'à nos jours et la gravité des problèmes de santé mentale que ces populations subissent. Et donc, le racisme structurel est donc intimement lié aux attitudes qui sont préjudiciables à la santé des Noirs dans une société et dans des organisations dont les pratiques, dont les politiques sont acceptées comme un standard raisonnable de vie en groupe. Oui. J'aurais pu dire plus de choses sur le plan historique, mais ça me paraissait important de comprendre que ces pratiques de discrimination qui désavantagent les groupes raciaux, ces pratiques ont été dénoncées très précocement par quelqu'un comme Benjamin Rush, en disant, et finalement Frantz Fanon dit la même chose,
je pourrais reprendre un peu ce que dit Fanon. Est-ce que je peux avoir l'écran partagé? Oui. Le webmaster peut reprendre l'écran partagé un petit peu? Non? Bon, pas grave. La deuxième partie ou la dernière partie, la conclusion, le temps étant court, que j'ai peu abordé, c'est quelle est la pensée de Fanon, comment Fanon peut nous aider au jour d'aujourd'hui à comprendre ces questions d'oppression raciale. Pour Fanon, la question raciale était celle de l'invisibilité de l'homme noir. Fanon insiste beaucoup sur un homme noir qui porte un masque, qui est invisible, puisqu'il porte un masque, on ne voit pas. Et cette invisibilité-là était aussi un risque pour le bourreau blanc. L'intelligence, dit Marguerite Duras, de l'homme noir, de ce qu'il comprend de l'homme blanc, c'est une intelligence supérieure à ce que l'homme blanc comprend de l'homme noir. Marguerite dit ça dans Duras dit ceci dans Les chevaux de Tarquetin. Donc, pour Fanon, sur le plan de l'expérience noire, c'est une expérience d'aliénation et de déshumanisation fondamentale, mais Fanon n'a jamais oublié que l'homme blanc se déshumanise lui aussi dans cette oppression. Il est tout aussi victime de ces expériences extrêmement violentes. Et ceci, Aimé Césaire l'a écrit également dans le discours sur le colonialisme. Et donc, de manière pratique, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est les questions d'éducation, les questions d'emploi, les questions de succès, les questions d'activité de performance, les contacts sociaux, les soutiens, le développement des communautés, afin de faire face, en période de pandémie, à ces stresseurs financiers majeurs, comme on vient de le voir, qui entraînent de l'anxiété, de l'impuissance à l'origine des problèmes de santé mentale. Donc, par temps de pandémie, la discrimination et le racisme sont exacerbés par le stress viral, par le stress épidémiologique, qui fait que nous avons de plus en plus une augmentation des problèmes de santé mentale dans la population en général et dans les populations racisées en particulier. Merci beaucoup, Joël. Et je voudrais juste pour terminer rappeler que c'est, par exemple, puisque nous sommes en temps de pandémie, on parle de vaccins, et en fait, là encore, il y aura tout un autre débat à faire, mais il faut aussi se rappeler les réticences des populations noires à partir des expériences Tuskegee dans le traitement de la syphilis, où on a utilisé ces populations, dont certains ont été inoculés. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on comprend les réticences face à la politique des vaccins de segments de la population noire, afro-américaine ou afro-canadienne avec... Oui. Alors, je suis très content que vous souleviez cette question de la méfiance culturelle par rapport à la vaccination, qui pose un problème historique des Noirs utilisés comme cobayes dans le traitement des maladies infectieuses, notamment dans l'expérience de Tuskegee aux États-Unis, les prisonniers qui étaient inoculés à leur insu et qui étaient suivis sur 25 ans. C'est un très long suivi de l'évolution de la syphilis chez ces patients. Et donc, en dépit de ces expériences d'hostilité et d'agressivité, les populations noires doivent savoir qu'elles sont un risque particulier de faire la maladie en raison des comorbidités, en raison de leurs emplois précaires, de leurs emplois qui les mettent en contact avec les populations. Des logements précaires.
des logements précaires, de l'insalubrité, de l'immunité diminuée, de leur hypovitaminose D, parce que ce sont des populations qui ne prennent pas de soleil parce qu'ils travaillent de nuit. Ce sont des populations également dont la mélanine bloque les ultraviolets B qui sont à l'origine de la transformation pour la vitamine D. En fait, tout ceci fait qu'il y a un ensemble, il y a un écosystème à la fois climatique, social, financier, de précarité sociale, d'emploi, qui font que les populations noires sont à risque de faire ce Covid davantage. Hein. Et c'est pour cela que je mets en garde et je voudrais dire aux populations qui nous écoutent, aux gens qui nous écoutent, de se faire vacciner en priorité, de faire très attention, parce que ce fut une hécatombe aux États-Unis, dans la population haïtienne en particulier, au New Jersey et à New York. Et Atlanta également, il y a beaucoup d'Haïtiens et beaucoup de Noirs en général qui ont perdu leur vie dans cette pandémie. Et donc, en dépit de ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire ces expériences malheureuses, les Noirs ne doivent pas se détourner de la science, ne doivent pas se détourner de l'apport de ce vaccin, des vaccins qui sont des apports considérables pour éradiquer cette pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un message positif de dire aux gens, allez vous faire vacciner. Moi-même, je me suis fait vacciner. Donc, Tout à fait. Et moi-même, j'ai été vacciné également et nous nous portons très bien. Voilà. Alors, merci beaucoup, docteur Desrosiers. Et puis, ce sera encore une autre fois, ce sera un plaisir, peut-être dans un autre contexte. Cette fois-ci, ce sera peut-être une invitation pour le poète. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Au revoir.